Je me tourne vers vous donc à présent, Monsieur le Premier ministre Ehud Olmert. Vous venez de publier en hébreu vos mémoires. Ça se traduit par à la première personne, en français Begouf Rishon en hébreu. C'est un livre pavé de plus de 900 pages qui est passionnant pour ceux qui aiment l'histoire d'Israël, la politique israélienne. On va dans quelques instants s'intéresser au contenu de ce livre, mais avant cela, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément votre carrière, voici un résumé en images de votre carrière politique. Fils d'agriculteur, membre du mouvement nationaliste de droite Bétar, Ehud Olmert commence sa carrière d'homme public dans les rangs du Likoud. Il fait son entrée à la Knesset à l'âge de 28 ans. Jeune avocat, Ehud Olmert se forge dans les années 70 une réputation de monsieur propre en menant une guerre sans merci contre les organisations criminelles et leur système de corruption. Son travail et son opiniâtreté lui valent de gravir les échelons au sein du grand parti de droite. Il se fait remarquer par les ténors de la formation dirigée à l'époque par Menachem Begin. Mais Ehud Olmert rêve de suivre les pas de son mentor Ariel Sharon. En 2005, les deux hommes se retrouvent au sein du même gouvernement. Ehud Olmert devient le chef du trésor du Premier ministre Sharon. L'année suivante marque un tournant dans sa carrière politique. L'accident vasculaire cérébral d'Ariel Sharon le contraint d'occuper le fauteuil de Premier ministre par intérim. Au mois de mai 2006, il prend la tête d'une coalition de centre-gauche sous la bannière du parti Kadima, créé un an plus tôt par Sharon. Aujourd'hui, la démocratie israélienne a parlé. Israël veut Kadima. Fort du soutien de 67 députés et sous la pression des États-Unis, Ehud Olmert engage des pourparlers de paix avec les Palestiniens de Mahmoud Abbas. Des discussions sans résultat. Sur le front nord, le Hezbollah lance les hostilités en juillet 2006. La seconde guerre du Liban éclate. La commission Vinograd, créée au sortir du conflit, dénonce les manquements de l'appareil d'État. En difficulté, Ehud Olmert doit aussi faire face à des accusations de corruption dans plusieurs affaires de transactions immobilières dans le cadre de ses activités en tant que maire de Jérusalem. Acculé, il démissionne en juillet 2008. Depuis, Ehud Olmert a été condamné en 2015 à 18 mois de prison pour prise de pot de vin d'une valeur de 60 000 shekels dans le cadre du financement d'une de ses campagnes électorales. En détention, il écrit ses mémoires où il révèle entre autres avoir donné l'ordre aux avions de Tsahal de frapper une centrale nucléaire en Syrie. Voilà pour ce résumé en images. Donc on rappelle que vous avez été Premier ministre de 2006 à 2009 pendant 3 ans, mais vous êtes devenu Premier ministre de manière très subite. Vous étiez censé être le numéro 2 d'Ariel Sharon. Ariel Sharon qui a eu un accident cardiovasculaire cérébral, un AVC, et qui est tombé dans le coma. À quel moment vous avez compris que c'était vous le Premier ministre, que tout maintenant reposait sur vous ? De manière naturelle, quand on me l'a annoncé, qu'Ariel Sharon avait perdu connaissance et qu'il ne pouvait plus travailler, selon la loi, c'était à moi de prendre les rênes du pouvoir et il était évident à ce moment-là que c'était la situation donnée. Si vous m'aviez posé la question, quand est-ce que j'ai pensé que cela risquait de devenir la situation, je savais que je deviendrais Premier ministre bien avant. De manière naturelle. J'espérais que ce ne serait pas par le fait que le Premier ministre ait un AVC et tombe dans le coma et ne s'en remette pas. Mais je savais que le jour viendrait où je remplacerais Sharon. De ce point de vue-là, c'était une surprise à cause de cet événement tragique du point de vue médical. Mais j'étais prêt. Et 9 ans après, donc après avoir quitté votre poste de Premier ministre, vous venez de publier vos mémoires en hébreu, je le disais tout à l'heure. C'est quoi le but de ces mémoires, de ce livre ? C'est de laver votre réputation parce que vous estimez que certains vous ont mal jugé, ou bien c'est de préparer un retour en politique ? D'abord, j'ai été au centre de la vie politique de l'État d'Israël. Pendant plus de 36 ans, j'y ai travaillé. J'ai été élu 9 fois à la Knesset. J'ai été élu 2 fois à la mairie de Jérusalem, comme maire de Jérusalem. Et dans une certaine mesure, c'est peut-être la deuxième fonction la plus importante après le Premier ministre, parce que Jérusalem est très centrale. J'ai été ministre dans plus de ministères que quelque autre Premier ministre ou quelque autre ministre au fil des
des années. J'ai été ministre des minorités, le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Emploi, ministre de l'Industrie, ministre du Commerce, ministre des Finances. Donc j'ai rempli de très nombreuses fonctions et je crois que ce curriculum dans ces diverses fonctions, accompagné des développements qui ont eu lieu en Israël au fil de ces années-là, est une histoire qui est intéressante à raconter. J'espère que c'est intéressant à lire. Vous dites que vous l'avez lu, j'espère que d'autres le feront et penseront la même chose, bien entendu. Il y avait des sujets importants d'un point de vue politique, sécuritaire, international, mes contacts avec les dirigeants du monde, avec le président américain, avec le président de la République française, avec les présidents de France avec qui j'ai eu des contacts, en Chirac, Sarkozy à l'époque, avec le Premier ministre de Villepin à l'époque, et avec le ministre des Affaires étrangères Kouchner, avec Tony Blair en Angleterre, Gordon Brown, bref, Poutine, le président chinois. Donc tout cela s'accumule dans une histoire, mais en particulier ce qui est important à mes yeux, et c'est en fait ce que je voulais laisser pour les lecteurs, ce sont les négociations politiques pour les négociations avec les Palestiniens et la négociation avec le docteur Mahmoud Abbas. Alors on va y venir justement, si vous voulez, on va venir ensemble sur les différentes étapes qui ont marqué votre mandat de Premier ministre, et on va commencer, si vous le voulez bien, par le plus récent, c'est-à-dire ce qui a été publié dans la presse récemment, c'est la destruction de la centrale nucléaire en Syrie, puisque ça a été autorisé à publication en même temps que la publication de votre livre. Et il y a un détail assez intéressant qui a été publié dans votre livre, c'est votre conversation avec le président Bush, le président américain. Vous lui dites comme ça, et on va le voir à l'écran, je n'ai pas demandé, je n'ai pas réclamé et je n'ai pas attendu d'autorisation. Je leur ai clairement dit, vous ne voulez pas le faire aux Américains, ok, nous le ferons. À aucun moment, vous n'avez craint un veto américain lorsque les Américains vous disent « Nous ne souhaitons pas bombarder cette centrale nucléaire, nous ne voulons pas être mêlés à ça ». D'abord et avant tout, il y avait une centrale nucléaire. Et c'est le problème central. Et il n'y avait pas de débat sur le fait qu'il y avait une centrale nucléaire. Les Américains eux-mêmes savaient et ont dit qu'il y avait une centrale nucléaire qui très rapidement pourrait devenir une centrale chaude, c'est-à-dire active. Et à partir de là, on ne pouvait plus la détruire parce que cela risquait de polluer de manière extrêmement dangereuse et grave et amenant une catastrophe humanitaire indescriptible. Donc, nous avions un très petit laps de temps. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je pensais, et j'ai parlé avec les États-Unis sur cette information, c'était notre information. Ce n'est pas les Américains ni les Russes qui ont découvert la centrale. Aucun autre pays n'avait découvert cette centrale. C'est nous qui l'avons découverte. Et moi, donc, j'ai fait participer les Américains en disant aux Américains, c'est une occasion pour vous de réussir à tuer deux oiseaux avec une seule pierre. C'est-à-dire que vous pourrez porter atteinte à la centrale atomique en Syrie, mais en plus, ça permettra à l'Iran de comprendre que quand vous dites à l'Iran non, vous êtes sérieux quand vous dites non. Et s'ils ne réagissent pas à votre demande, ce que vous avez fait en Syrie, vous allez le refaire en Iran. Ah non, non, c'est pas qu'ils n'ont pas agi. Nous avons parlé, discuté, et le président m'a dit qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'étaient pas prêts à agir, pour diverses raisons, peu importe les détails. Et j'ai dit au président, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande pas de permission. Je vous l'ai proposé, vous ne voulez pas, merci beaucoup, c'est moi qui vais le faire. Et c'était évident et clair que nous allions agir. Et toujours à propos de ce bombardement de la centrale nucléaire syrienne, ce qui est intéressant de découvrir dans votre livre, c'est qu'en parallèle de la préparation de ce bombardement, vous négociez la paix avec Bachar al-Assad par l'intermédiaire de la Turquie. C'était pas un peu paradoxal, d'une part, de négocier la paix avec Bachar al-Assad et d'autre part, de préparer un bombardement dans son pays ? Écoutez, je n'ai pas attaqué la Syrie et je ne voulais pas qu'il y ait la guerre avec la Syrie. Et il était très clair pour moi qu'il n'y aurait pas de guerre avec la Syrie. J'avais un seul objectif. Je pensais qu'il fallait empêcher ou détruire une centrale nucléaire qui pouvait devenir une source de danger existentiel pour l'État d'Israël. Mais, de manière essentielle, je voulais arriver à un accord politique avec la Syrie. Et je pense, et j'espère,
estime d'ailleurs qu'Assad a commis sa plus grande erreur de ne pas avoir progressé dans les négociations que nous avions débutées avec nous. Et ces négociations ont continué après la destruction de la centrale nucléaire. Il faut bien s'en souvenir, la négociation ne s'est pas arrêtée. Au contraire, j'ai reçu une demande par l'intermédiaire qui était entre moi et Assad, à savoir le président turc, qui justement aujourd'hui apparemment vient d'être réélu, Recep Tayyip Erdogan, et il m'a dit que les Syriens étaient intéressés à poursuivre les négociations, même après la destruction de leur centrale nucléaire de notre part. Et j'en ai été très content à l'époque, parce que je voulais arriver à un accord politique avec la Syrie, et si on était arrivé à un accord politique avec la Syrie comme je le souhaitais, à mon avis, Assad aurait économisé toutes ces années terribles de la guerre civile qu'ils vivent. Alors, le second fait le plus marquant de votre mandat, c'est bien évidemment la seconde guerre du Liban. Pendant des années, certains ont critiqué le bilan de cette guerre. Certains ont estimé que la seconde guerre du Liban avait été un échec. 13 ans après, vous en dressez quel bilan ? Je pense que la conclusion de tout le monde est la même. Je vais vous dire d'abord les conclusions du chef d'état-major de l'armée israélienne qui fait les évaluations stratégiques pour l'État d'Israël depuis des années. Ça fait des années que l'armée agit sur les hypothèses de travail, sur les bases du travail, que la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, en 2006, était un succès stratégique de premier plan de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est évident, évidemment. Mais moi, je l'ai compris dès le départ. C'était clair pour moi. Il était évident qu'Israël n'avait pas de dissuasion qui puisse empêcher le Hezbollah d'essayer de nous attaquer. Et donc, pendant des années, de 2000 à 2006, toutes les semaines, toutes les 15 jours, le Hezbollah essayait d'attaquer les soldats israéliens, citoyens israéliens. Il essayait de commettre des rapts de soldats israéliens. Le résultat de notre action en 2006 est l'entrée de l'armée ou des forces internationales au sud Liban, qui a fait partie de la conclusion de cette guerre. Eh bien, cela fait 13 ans maintenant, pratiquement, 12 ans plus précisément, sans qu'il n'y ait un seul tir, mais pas un seul, du côté du Liban ou du Hezbollah contre Israël. Alors, je pense que c'est une réussite stratégique plus importante que quelque autre action militaire qu'Israël ait menée depuis 1948. Alors ça, c'est pour le niveau stratégique, mais d'un point de vue plus humain, il y a un moment terrible que vous racontez dans votre livre. Vous croisez dans un centre commercial l'épouse de l'écrivain David Grossman, qui est un écrivain mondialement connu et qui a des positions pacifistes. Et leur fils, David Grossman, Michal Grossman, a été tué au front au Liban, et elle vous lance « Le sang de mon fils est sur vos mains ». C'est une phrase qui est terrible. Est-ce que vous vous sentez responsable de la mort des soldats au Liban et de ceux qui aussi sont revenus et dont la vie est changée pour toujours ? Je ne suis pas responsable en ce sens que je ne les ai pas tués de mes mains, mais bien sûr que je suis responsable en ce sens que c'est moi qui les ai envoyés au combat. Cela fait partie des responsabilités et du poids terrible qu'une personne qui veut remplir des fonctions centrales dans une vie nationale d'un État doit prendre sur lui, et en particulier dans un pays comme Israël. Quand vous êtes à la tête de l'État d'Israël, vous devez prendre des décisions qui mettent en jeu des vies humaines de votre population, les vies humaines de vos soldats, les vies humaines aussi de vos ennemis. Et ça n'est pas simple non plus, ça ne va pas de soi. Et je ne danse pas de joie quand j'entends que quelqu'un au Liban a été tué, ou que quelqu'un à Gaza a été tué, ou que quelqu'un, où que ce soit, ait perdu la vie, même si c'est mes ennemis. Je n'ai aucune joie de savoir que des gens sont tués. Mais ma responsabilité est là, et on ne peut pas l'éviter. C'est une responsabilité qui pèse sur les épaules des dirigeants. Et c'est vrai, David Grossman, d'ailleurs, n'est pas pacifiste. David Grossman a des opinions politiques, peut-être comme les miennes. Il était prêt à faire beaucoup de compromis pour la paix, moi aussi. J'étais prêt à faire beaucoup de compromis, plus que n'importe quel autre Premier ministre qui ait jamais porté ses fonctions en Israël. Et David Grossman aussi, je pense, souhaite cela. Et il n'était pas contre la guerre du Liban. Il pensait que cette guerre du Liban, au début en tout cas, était certainement justifiée. Il pensait que la dernière action
qui a été menée pendant la guerre était inutile à son opinion. Mais ça n'a pas d'importance. Toute personne tombée pendant la guerre a été envoyée se battre par moi. C'est moi qui l'ai envoyé, et celui qui est envoyé au combat par moi et tué au combat, c'est moi qui porte cette responsabilité du fait qu'il a dû aller se battre et qu'il a payé le prix, et sa famille en paye le prix de la douleur, et c'est inévitable. Est-ce que c'est agréable d'entendre ce genre de choses de la mère d'une mère endeuillée, de la bouche d'une mère endeuillée? Bien sûr que non, c'est terrible, mais il y a de longues années que j'ai décidé que jamais je ne réagirais à une parole de mère endeuillée qui a perdu son enfant. Alors on va passer du front nord au front sud, ça va nous ramener à l'actualité, à la bande de Gaza. Vous étiez Premier ministre depuis à peine quelques mois lorsque Gilad Shalit, un soldat franco-israélien de Tsahal, a été kidnappé. Il est resté dans la bande de Gaza entre les mains du Hamas pendant plus de 5 ans. Il a été libéré en l'échange de 1000 prisonniers palestiniens, dont certains terroristes avec du sang sur les mains. Il a été considéré comme un héros en Israël, mais visiblement pas par vous. On va voir comment est-ce que vous parlez de Gilad Shalit dans votre livre. Ça m'a un peu surpris. Vous parlez d'abord du père de Gilad Shalit. Que dit-on au père d'un soldat qui a mis les mains en l'air et s'est livré à ses kidnappeurs à la place de les combattre? Et maintenant, après que 2 autres soldats ont été tués à ses côtés dans le temps, que le père du soldat vient me faire des leçons de morale. Et vous ajoutez, je gardais les silences, c'est un silence forcé, Gilad Shalit n'est pas un héros et pas un exemple de bravoure ou de courage et certainement pas de fraternité. Je suis heureux qu'il soit à la maison, mais il est regrettable que le gouvernement Netanyahou ait cédé aux exigences des terroristes. Ça va totalement à contre-courant de ce qu'on entendait au moment de ce retour où il était vraiment l'enfant de tout le pays. Écoutez, il y a parfois dans la vie une distance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. J'ai tâché de réduire au maximum cette distance. Les choses que je fais, je voulais qu'elles transparaissent exactement ce que j'avais pris comme engagement et ce que j'avais dit. Monsieur Netanyahou s'est comporté différemment. Il a dit qu'il serait fort contre le Hamas et qu'il détruirait le Hamas et qu'il ne négocierait pas avec les terroristes, et finalement il a fini par céder et a libéré plus de 1000 terroristes, des plus terribles, les plus monstrueux, les plus assassins, pour libérer Gilad Shalit. Moi, je pense qu'un soldat qui a été fait prisonnier, il faut faire tout le nécessaire pour le libérer. Mais l'intérêt de l'État prévaut aussi sur la vie d'une personne privée. Et ça n'est pas facile, ça n'est pas simple. Mais un Premier ministre, comme je l'ai dit précédemment, quand il envoie les gens au combat, il y en a qui ne reviennent jamais, qui sont tués au combat. Et ils n'ont pas qui ramener. Dans le cas précis, je savais qu'en fin de compte, on le ferait rentrer, on le libérerait. Mais je pensais que l'intérêt de l'État ne justifiait pas que l'on cède aux terroristes. Et quand j'ai dû le dire aux parents de Gilad Shalit, avec toute la difficulté que cela impliquait, je le leur ai dit avec toute la douleur que cela implique, avec toute la compréhension que j'avais pour leur souffrance. Je leur ai dit ces choses-là et je n'étais pas d'accord pour céder, et je pense que ça a été une énorme erreur de la part du Premier ministre Netanyahou, après moi, d'avoir cédé. Peut-être que ça a été populaire un instant, mais parfois, des choses qui semblent sur l'instant populaires, sur le long terme, peuvent amener des dommages stratégiques énormes. Alors, restons dans la bande de Gaza. Vous étiez l'un des initiateurs du retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 et même un petit peu avant. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, les tirs de roquettes qui se poursuivent, maintenant les cerfs-volants incendiaires, les infiltrations, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Premier ministre? Sérieusement, j'ai une question à vous poser. L'État d'Israël est menacé par quelques cerfs-volants, t'es sérieux là? Non, attendez, je pense que nous avons raison de ne pas permettre aux habitants de Gaza qui veulent pénétrer en Israël d'entrer en Israël. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui puisse nous empêcher de défendre notre droit, de les empêcher de rentrer. C'est assez désagréable d'être babysitter des bébés qui habitent dans les kibboutz et les villages autour de la frontière. Ils ont de mauvaises intentions. Ils connaissent la haine contre nous. Ils agissent inspirés par les terroristes qui les poussent, les gens du Hamas. Et ils veulent pénétrer en Israël pour créer de la violence, pour créer des morts, et nous devons les en empêcher.
Maintenant, dire que quelques cerfs-volants qui brûlent des champs et qui font des dommages, bien sûr, c'est une menace existentielle pour Israël. Non, il ne faut quand même pas exagérer. À mon avis, Israël est un pays fort. Aucun élément de la région ne peut pas menacer l'existence d'Israël. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir et nous n'avons aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. Nous sommes plus forts que tous nos ennemis réunis. Alors cela nous permet en même temps de nous comporter parfois avec retenue, avec modération et avec patience. Je dirais la chose suivante. Ne permettre à aucun Palestinien de pénétrer en Israël s'il essaie de porter atteinte ou d'attaquer. Et nous avons raison de l'empêcher sur la bande de Gaza. Et chercher la voie de le faire avec un minimum de blessés ou tués palestiniens. Je ne veux pas tuer de Palestiniens. Je ne veux pas tirer sur les Palestiniens. Tout ce que je veux, c'est vivre avec eux en paix. Mais s'ils ne veulent pas vivre avec moi en paix, eh bien je ferai le nécessaire et tout ce qui est nécessaire pour qu'ils ne puissent pas entrer sur mon territoire sans devoir les tuer. Alors un mot du processus de paix. Vous racontez dans votre livre la générosité dont vous avez fait preuve vis-à-vis de Mahmoud Abbas. Vous l'avez proposé plus que n'importe quel premier ministre israélien, y compris le partage de Jérusalem. Et vous citez le livre de Condoleezza Rice pour prouver votre bonne foi. Et pourtant, vous dites également à propos de Mahmoud Abbas cette phrase qui est terrible à propos de l'offre que vous lui avez faite. Une décennie s'est écoulée et les Palestiniens n'ont jamais répondu à mon offre. Peut-être que la droite israélienne finalement a raison. Mahmoud Abbas n'est pas un partenaire pour la paix. Nous devons absolument faire la paix avec les Palestiniens. Nous n'avons pas d'autre voie. La droite n'a pas raison si elle pense qu'on ne peut pas arriver à la paix. La question est de savoir qui est le partenaire. Ça, c'est les Palestiniens qui vont le décider. Notre fonction, c'est de faire la proposition la plus juste pour le bien de l'État d'Israël. Et je n'ai pas proposé la partition de Jérusalem. Quel rapport? Quel rapport? Ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit que Jérusalem, la Jérusalem juive, reste entre les mains d'Israël comme capitale de l'État d'Israël. Qu'est-ce que cela a comme rapport avec Shoafat, Bet Hanina, Jabal Moukaber, Aboudis? Ces noms-là, pour les téléspectateurs, ne disent pas grand-chose. Ce sont des quartiers arabes qui n'ont jamais fait partie de Jérusalem, qui n'ont rien à voir avec les souvenirs historiques du peuple juif, ni dans nos livres de prière, ni dans nos aspirations à Jérusalem. Et je n'ai aucune raison au monde de vouloir avoir ces quartiers comme partie de Jérusalem, de ma Jérusalem. C'est la Jérusalem des Palestiniens et ils peuvent y faire ce qu'ils veulent pour avoir leur capitale de leur État palestinien indépendant qui doit être créé aux côtés de l'État d'Israël. Leur capitale sera à côté de la Jérusalem juive. Une Jérusalem, pourquoi pas? J'ai aucun problème avec cela. Il ne reste pas beaucoup de temps et je voudrais tout de même raconter une anecdote qu'il y a dans ce livre. Il y en a beaucoup sur beaucoup de leaders internationaux. Mais on va prendre évidemment l'anecdote sur Nicolas Sarkozy, puisque c'est celle qui va intéresser nos téléspectateurs. Vous racontez un dîner qui a lieu en janvier 2009 dans votre résidence à la fin de l'opération Plomb durci dans la bande de Gaza. Nicolas Sarkozy est présent avec d'autres dirigeants européens. Netanyahou fait partie des invités. Il prend la parole, il exprime sa vision du conflit et Netanyahou prend la parole et Nicolas Sarkozy lui répond ceci juste après Netanyahou. Cette phrase: Bibi, on se connaît depuis de nombreuses années, je t'ai écouté avec attention, je veux te dire une chose, si tu deviens Premier ministre et ce que tu viens de décrire devient la politique de ton gouvernement envers les Palestiniens, ce sera une catastrophe. Je peux dire que c'est vrai. Vous citez mon livre, c'est moi qui l'ai écrit parce que c'est ça qu'il a dit, c'est la vérité. C'était un dîner après l'opération à Gaza et de manière surprenante sont arrivés, et c'était très émouvant, plusieurs grands chefs d'État, entre autres le président de la République Nicolas Sarkozy, avec qui nous avions d'excellentes relations. Je l'aimais beaucoup et j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et tout ce qu'il faisait, il était impliqué, tout ce qui l'intéressait et qui l'intéressait profondément pour tout ce qui concerne la reine de notre région. Et il a entendu Bibi et il avait parlé avant, il avait pris la parole, il avait dit ce qu'il pensait sur un accord, etc. Et après avoir entendu Bibi, il a levé la main, il était très poli et il a dit: j'ai déjà parlé, mais monsieur le Premier ministre, permettez-moi de dire encore une phrase. Je lui ai dit: bien entendu, monsieur le Président. Et il a dit à Bibi: si vous devenez Premier ministre et que vous vous comportez selon ce que vous venez de déclarer, parce que moi j'avais
avez permis à Bibi Netanyahou de parler pendant ce dîner. Si c'est ce que vous allez faire, a dit Sarkozy, ce sera une catastrophe. Et ben voilà. Ça a dû forcément jeter un froid dans la salle. Il nous reste vraiment, je crois, 50 secondes. Alors vraiment, en quelques mots, si on peut mettre juste les photos à l'écran des différents dirigeants israéliens. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les voir tout de suite avant de se quitter. Je ne sais pas s'il nous reste le temps juste pour ceci. Apparemment, non, voilà. J'aurais voulu qu'on voit là une photo simplement de différents... voilà, il nous reste 30 secondes. Lequel d'entre vous, selon vous, pourrait devenir Premier ministre? Il nous reste 30 secondes. Je ne vois aucun de ceux que vous voyez à l'écran qui puisse être Premier ministre. Mais il y en aura un, et ce sera un bon Premier ministre. Ce sera aucun d'entre eux, et ce ne sera pas non plus celui qui est Premier ministre actuellement. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre Ehud Olmert, Premier ministre de 2006 à 2009 et maire de Jérusalem pendant 10 ans. On marque une pause de quelques minutes, on se retrouve juste après pour le reste de l'actualité.